Dans cette séquence vidéo, nous continuons sur la lancée de l'héritage et abordons deux notions qui y sont liées, le droit d'accès protégé et la notion de masquage dans une hiérarchie de classes. Vous avez appris jusqu'ici que l'accès aux membres d'une classe, c'est-à-dire soit à un attribut ou à une méthode, peut être soit public, ce qui veut dire que le membre en question a une visibilité totale, il est accessible aussi bien à l'intérieur de la classe dans laquelle il est défini qu'à l'extérieur. S'il est privé, il a une visibilité restreinte uniquement à l'intérieur de la classe dans laquelle il est défini. La question que nous nous posons maintenant est qu'en est-il des droits d'accès lorsque l'on se trouve dans le cadre d'une relation d'héritage? Par exemple, supposons que l'on ait une superclasse grand A dont hérite une sous-classe grand B. Supposons qu'à l'intérieur de la superclasse A, nous ayons déclaré un attribut privé, ce que nous avons fait jusqu'ici pour tous les attributs. Et nous nous posons maintenant la question de savoir si dans une méthode de la sous-classe B, par exemple une méthode comme ceci, nous avons le droit d'utiliser cet attribut directement. Donc nous avons vu que par le fait de l'héritage, la classe B dispose bel et bien d'un attribut A hérité de A. Mais est-ce qu'elle a le droit d'y accéder directement? Est-ce qu'elle a le droit, par exemple, de faire ceci avec un accès direct à l'attribut hérité? En fait, comme le droit d'accès privé assure la visibilité uniquement à l'intérieur de la classe, l'attribut petit a défini ici dans cette classe n'est accessible que dans la classe grand A. On pourrait accéder à cet attribut directement uniquement dans les méthodes de la classe grand A et pas ailleurs. La réponse à la question que nous nous posions est donc non. Nous n'avons pas le droit d'accéder à A directement dans une méthode de la classe grand B si cet attribut est défini comme privé dans la superclasse. Et ceci nous place dans une situation un petit peu particulière. Un objet de type B dispose bel et bien de l'attribut A par héritage, mais il ne peut pas y accéder directement. Comme il peut sembler naturel qu'une méthode de la classe B puisse manipuler n'importe quel attribut d'un objet de type B, eh bien il existe une troisième voie, le droit d'accès protégé. Le droit d'accès protégé permet donc à une sous-classe d'accéder à un membre hérité directement. Il assure donc la visibilité des membres d'une classe dans toutes les classes de sa descendance. Et il se désigne par le mot-clé protected. Concrètement, remplacez ici private par protected rend ceci possible. Une sous-classe peut accéder à tous les membres protégés hérités des superclasses, que ce soit des méthodes ou des attributs. Autre exemple concret, une sous-classe guerrier hérite d'une superclasse personnage et dispose ici de ce fait d'un attribut caractérisant son niveau d'énergie. Si dans la classe guerrier, on souhaite maintenant écrire une méthode frappée permettant au guerrier de frapper un autre personnage, et si l'on imagine par exemple que le guerrier ne peut frapper l'autre personnage que s'il dispose de suffisamment d'énergie, alors on est amené à utiliser l'attribut énergie, par exemple comme ceci. L'accès direct dans une méthode de la classe guerrier à un attribut hérité de plus haut n'est ici possible que parce que cet attribut a été déclaré comme protégé. S'il avait été déclaré comme privé, cet accès direct n'aurait pas été possible. Et que faudrait-il faire alors pour que le guerrier accède à son niveau d'énergie? Ce qu'il est important de comprendre est que le niveau d'accès protégé n'est autre qu'une extension du niveau privé, qui accorde des droits d'accès privilégiés aux membres protégés à toutes les sous-classes, mais nulle part ailleurs. En dehors du corps des sous-classes, le membre protégé est donc vu comme un membre privé. Par exemple, si dans un programme principal, je déclare un objet de type guerrier, et que je tente d'accéder à son niveau d'énergie par un accès de ce genre, eh bien ceci n'est pas licite. En dehors des méthodes des sous-classes, l'attribut est perçu comme privé. Plus précisément, un membre protégé va être accessible directement dans les sous-classes, mais attention, uniquement dans leur portée, dans la portée de ces sous-classes. Commençons par rappeler brièvement ce que signifie la portée d'une classe sur un exemple simple, indépendamment de l'héritage. Supposons que l'on ait une classe grand V
dans laquelle nous aurions défini un attribut, par exemple privé, petit b. Alors nous savons que l'attribut petit b est accessible dans toute la portée de b, c'est-à-dire dans toute méthode de la classe b. Plus précisément, C++ met en œuvre ce que l'on appelle la portée de classe, ce qui signifie concrètement que cet attribut b va être accessible dans la portée de b via tout objet de type b, que ce soit l'objet pointé par 10 ou toute autre instance de b. Ce qui veut dire concrètement ici que dans une méthode de la classe B, on a le droit d'accéder à l'attribut B. Lorsqu'on écrit quelque chose comme ceci, implicitement, on est en train de travailler avec l'attribut B de l'instance courante, donc c'est tout à fait équivalent à écrire quelque chose comme ceci. On a aussi le droit d'accéder à l'attribut petit b via toute autre instance de la classe grand B. C'est-à-dire ici, par exemple, si la méthode M prenait en paramètre un autre objet de type B, eh bien on aurait aussi le droit d'accéder à l'attribut B via cet autre objet de type B. En clair, dans la classe B, on a le droit d'accéder à cet attribut via tout objet de type B, que ce soit this ou tout autre B. Lorsque je dis ici que l'attribut petit b est de portée B, je signifie qu'il est accessible dans la classe B uniquement via tout objet de type B. Voyons maintenant sur un exemple un peu plus complexe ce que signifie le fait que le droit d'accès protégé cette fois permet l'accès aux sous-classes uniquement dans leur propre portée. Ici, nous avons donc une sous-classe B qui hérite d'une superclasse grand A, laquelle possède un attribut protégé petit a et un attribut privé. L'attribut protégé A est accessible dans la sous-classe B, mais uniquement dans sa portée, c'est-à-dire à l'intérieur de la classe B, via tout objet de type B, que ce soit this ou un autre B. L'attribut privé n'est accessible que dans la portée de A, il ne peut être accédé à l'intérieur de B. Illustrons ceci au travers de cette méthode f de la classe B, qui prend en paramètre un objet de type B, un objet de type A et enfin un entier. Lorsqu'on écrit ceci, on accède à l'attribut protégé A, dans la portée de B, puisque nous sommes à l'intérieur de B et que nous accédons au A de l'instance courante. Donc nous sommes bel et bien dans la portée de B et ceci est donc possible. Ici, étant donné qu'il n'est pas possible dans la sous-classe d'accéder à un membre privé de la superclasse, cette ligne donnerait lieu à une erreur. L'accès ici à un membre privé de la superclasse via tout objet de type B n'est pas possible dans B, que ce soit via this, comme c'était le cas ici, ou tout autre B. Donc ici encore, la tentative d'accès à un membre privé donne lieu à une erreur. Pour cette ligne-là, comme nous avons vu que les membres protégés sont accessibles dans toute la portée de B, c'est-à-dire à l'intérieur de B via tout objet de type B, alors cet accès est possible autant que celui-ci. Tous les objets via lesquels on accède à A sont dans la portée de B. Donc cet accès est possible. Enfin, dernier cas, ici on essaye d'accéder au membre protégé A, mais nous ne sommes pas dans la portée de B. Pourquoi? Nous sommes certes bel et bien à l'intérieur de B, dans une méthode de B, mais nous essayons d'accéder à cet attribut via un objet qui n'est pas de type B. Nous essayons d'y accéder via un objet de type A. Du coup, nous essayons d'accéder à cet attribut protégé en dehors de la portée de B. Et ceci est interdit. Pour prendre un exemple un peu plus concret, imaginons qu'à la place de notre classe A, nous ayons une classe personnage qui aurait un attribut protégé donnant le niveau d'énergie du personnage. Le rôle de la classe B serait joué par la sous-classe guerrier, qui étant la classe personnage. Et en guise d'équivalent de la méthode f, nous aurions dans la classe guerrier une méthode frapper, où le guerrier va frapper un autre personnage. Alors si l'on veut faire en sorte que dans la méthode frapper, le fait que le guerrier frappe le personnage diminue l'énergie de ce dernier, on peut imaginer par exemple de l'écrire comme ceci. Or, ceci ne fonctionnera pas. Cet accès n'est pas possible.
en vertu de la même règle que celle qui est appliquée ici. L'objet P, qui a le même rôle que autre A dans l'autre exemple, est hors de portée, n'est pas dans la même portée que l'objet 10. Vous connaissez maintenant les droits d'accès en C++. Vous savez que les membres publics sont accessibles à tous les programmeurs utilisateurs d'une classe donnée, qu'à contrario, les membres privés ne sont accessibles qu'aux programmeurs de la classe. Ils reflètent la structure interne de cette dernière et sont modifiables sans répercussion sur les programmeurs utilisateurs. Et enfin maintenant, les membres protégés sont accessibles à tous les programmeurs d'extension, ce qui étendrait une classe donnée en y ajoutant des sous-classes. À l'intérieur de ces sous-classes, il leur sera possible d'accéder à ces membres protégés. Voilà, ceci conclut notre séquence sur les droits d'accès dans une hiérarchie de classes.